Bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, en ce qui me concerne, c'est la défaite, c'est la descentada. On pensait aller to the moon et on va to the par terre, direction le centre de la Terre. C'est la catastrophada les amis. J'en peux plus, on n'en peut plus. J'arrête tout, je vends tout et je ferme. Ça y est, je tire le rideau, c'est fini. Vous n'entendrez plus jamais parler de ce bon vieux Max Invest qui ne retournera jamais sa veste. Et oui, les amis, j'espère que vous n'avez pas cru à ce petit sketch de début de vidéo, parce que non, non, on n'abandonne pas, on est toujours là, on est toujours dans la course, malgré un marché dans le rouge. Mais c'est pas grave, c'est les temps difficiles qui forment les hommes et les femmes forts et fortes. Ok, donc on tient, la lutte continue. Et puis voilà, malgré effectivement que nous ne sommes pas sous les meilleurs auspices, hein, ça corrige vraiment, vraiment très fort. Maintenant, on va essayer de décortiquer, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et puis voilà, donc on va passer au roi, le Bitcoin. Donc, le roi Bitcoin, le roi des rois, qu'est-ce qu'il nous fait? Ben, il nous fait de jolies mèches vers le bas. Là, je suis en vue semaine. Et j'ai mis donc les moyennes mobiles exponentielles. À ne pas confondre avec les moyennes mobiles normales. Donc les moyennes mobiles, tu sais comment calculer une moyenne. Tu additionnes tant de valeurs et tu divises par le nombre de valeurs et ça te donne la moyenne. Bah, la moyenne mobile exponentielle, c'est les valeurs additionnées et multipliées. La première valeur multipliée par un, la deuxième par 2, plus la troisième par 3, et ça te donne une moyenne qui donne plus d'importance à la période récente. Et en fait, ce que nous observons, les amis, c'est que depuis la remontada, donc de la deuxième moitié de 2023, à chaque fois qu'on a eu des petites périodes baissières, eh bien, on a le Bitcoin qui a toujours donc flirté avec sa moyenne mobile, donc ici, là, sa moyenne mobile exponentielle 50, ici, ici. Donc là, pour rappel, c'était lors du long range de l'été 2024, quand Bitcoin avait méché un peu au-dessus de son ATH de 2021, pour ensuite nous faire un long range avant de nous délivrer la performance de fou furieux qu'il nous a fait fin 2024 au moment de la réélection de Trump. Ensuite, pareil, il nous a fait un gros dump en avril quand il y a eu la guerre commerciale avec les tarifs douaniers et tout ça, avant de repartir vers le haut et de retaper un ATH. Donc on voit même qu'il avait méché par moment en dessous de sa moyenne mobile exponentielle 50, hein, si on regarde bien. Alors attendez, je vais voir. Je retire juste ça. Attends, comment je retire ça là? Bon, excusez-moi. C'est la première fois que je me sers de ce pinceau ici là. Donc bon, c'est pas grave. Mais il me semble, il avait légèrement méché en dessous avant de repartir. Quoique non, hein, il est resté dessus, hein. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça change pas grand-chose. On y est toujours. La semaine n'est pas close. De même, il y a autre chose qui montre que on n'est pas encore en bear market, parce qu'il y en a beaucoup qui crient au bear market. Donc, on va analyser la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. Et on voit que c'est la même histoire. On mèche légèrement en dessous de la moyenne mobile exponentielle 50 à chaque phase corrective depuis fin 2023. Donc on a eu l'été 2024, puis ensuite on est reparti, ensuite c'est redescendu, il y a eu donc avril 2025, puis c'est reparti, et là on fait la même chose. Donc, les amis, pour l'instant, pas de panique, même si c'est difficile. En ce qui me concerne, voilà, pas de conseil en financement chez moi, mais j'en ai profité pour recharger et j'ai pu, tenez-vous bien, acheter pour la première fois du Bitcoin en dessous des 100 000 dollars. Bravo Samus Max Invest.
Maintenant, nous vivons un contexte assez compliqué où on nous parle de bulles de l'IA prêtes à éclater, de crise de liquidité aux États-Unis et tout ça. Alors oui, ça a son importance, ça a une grosse importance. Maintenant, il faut avoir en tête que, ben justement, comme je l'expliquais dans mes derniers podcasts, il y a la fin du quantitative tightening, du resserrement quantitatif qui a été acté pour début décembre aux États-Unis. Il y a déjà des prêts qui ont commencé à être faits pour injecter de l'argent dans l'économie. Il y a eu même 2000 dollars qui sont offerts aux citoyens américains. J'ai vu un truc comme ça. Enfin, c'est pas vraiment 2000 dollars qui sont ajoutés sur leur compte bancaire, mais genre, c'est une aide un peu en avoir. Enfin bon, en tout cas, voilà, ça réinjecte petit à petit de l'argent dans l'économie et le temps que l'argent revienne, bah oui, bah ça prend du temps, hein, voilà. Donc il faut patienter et voilà, on comprend bien que finalement, ce qui drive, ce qui voilà, a créé la cyclicité des marchés, c'est plus les liquidités avec les QE, les quantitative easing, que vraiment le halving, qui doit avoir son importance aussi, hein, on s'en doute pas, vu qu'il raréfie le Bitcoin avec le temps. Mais s'il n'y a pas les liquidités qui vont avec, vu que les crypto-monnaies sont un marché à risque, eh bien, bah, ça va pas, hein. Voilà, c'est un peu délicat pour tout faire pump. Et comme on n'a pas eu de quantitative easing sur ce cycle, entre guillemets, si tant est qu'on est encore sur un cycle, ben, en fait, les altcoins n'ont pas pump comme on le voudrait. Il y a des altcoins qui nous ont délivré d'assez bonnes performances, mais c'est pas vraiment ce qu'on attendait, donc il faudra patienter un peu plus longtemps, c'est tout. Moi, j'en vois beaucoup capituler à l'heure actuelle, nous dire que ouais, ils revendent tous leurs altcoins ou ils revendent toutes leurs cryptos, c'est fini. Moi, personnellement, après, ce n'est que mon avis. Je trouve ça dommage dans la mesure où on a patienté jusqu'à maintenant, et c'est maintenant que la Banque centrale américaine met fin au resserrement quantitatif que ça y est, on capitule, on vend. Alors oui, on a peur parce qu'on est un peu conditionné. Voilà, on nous a tellement martelé que les cycles de crypto c'était 4 ans, qu'il fallait revendre au bout de 4 ans et que sinon c'était fini. En fait, on nous a tellement mis ça dans la tête que on a des biais. Voilà, ça a créé des biais chez nous. Il y en a beaucoup qui capitulent. C'est dommage. Et encore une fois, pas de conseil chez moi. Si tu veux tout vendre, tu as tout à fait raison, c'est ton choix. Moi, perso, je garde. Effectivement, j'ai revendu certains trucs pour les réallouer sur d'autres actifs. Effectivement, ma part de Bitcoin dans mon portefeuille ne cesse de croître, je vais pas te mentir. On est tous devenus de plus en plus maximalistes sur ce cycle. C'est vrai que c'est un cycle très difficile. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, quand les cycles duraient que 4 ans, quand tu avais un bull run au bout de 4 ans, déjà, ça n'avait rien d'évident à l'époque, contrairement à maintenant. Maintenant que ça n'arrive pas, alors que tout le monde s'y attendait, hein, c'est maintenant que tout le monde s'y attend que ça n'arrive pas. Bah, à l'époque, non seulement c'était pas si évident que ça, mais en plus, t'en savais rien. Il y avait, enfin, les États pouvaient interdire les crypto-monnaies, on accusait le Bitcoin de servir au blanchiment d'argent, d'aider le terrorisme et toutes ces choses-là. C'est certes, c'était beaucoup plus rapide pour faire de l'argent, mais purée, fallait tenir, hein, même sur un court laps de temps. Là, on investit dans un contexte où, excuse-moi, on a la première puissance du monde qui est pro-Bitcoin et même pro-crypto de manière générale. Donc, à chaque époque, ses avantages et ses inconvénients. Voilà, moi, c'est tout ce que je dis. Parce que oui, regardez, là, je suis sur CoinGecko. Donc, sur CoinGecko, d'ailleurs, très bon site. Je vous invite, si vous voulez, c'est votre choix, investir en crypto-monnaie, je vous invite à vous inscrire sur des sites comme CoinGecko, comme CoinMarketCap aussi, qui recense bah, la plupart des crypto-monnaies qui existent. Ça aide à faire l'analyse fondamentale, à se renseigner sur le projet et tout. Et là, en fait, ils ont rajouté une rubrique, c'est la participation totale en trésorerie. Donc en cliquant ici, tu peux savoir qui détient, lesquels portefeuilles ont le plus de l'actif en question. Donc ce que nous observons, donc parmi les entreprises publiques et les gouvernements, on voit Stratégie, alias MicroStratégie, l'entreprise de Michael Saylor, qui en détient le plus. Et en deuxième, c'est les États-Unis. C'est un pays, tu vois, les États-Unis. En troisième, c'est la Chine. La Chine qui a interdit hein, le Bitcoin et les cryptos sur son territoire, mais elle en a quand même.
Ensuite, le Royaume-Uni, puis des entreprises américaines, Mara Holding, une que je connais pas, Metaplanet, donc ça c'est japonais, Bitcoin Standard Treasury, ainsi de suite. Tu vois, tu as beaucoup d'entreprises américaines. Franchement, si tu cumules les États-Unis plus l'entreprise américaine, les entreprises américaines, pardon, ils ont vraiment énormément de Bitcoin. Donc voilà, ça s'institutionnalise, ça se normalise. On met fin au resserrement quantitatif. Bon, ça va, il y a pire comme contexte, même si ça corrige fort. On peut quand même, on peut quand même patienter un peu plus. En tout cas, moi, je vais patienter un peu plus. Et si jamais on part vraiment dans un vrai bear market, c'est pas grave, je vais à la guerre. Je garde la plupart de mes alts. C'est pas au moment où la dominance du Bitcoin commence à se retourner petit à petit et où on met fin au QT que je vais lâcher. Je me trompe peut-être, mais voilà, c'est ma position. Ensuite, on nous parlait de bulles de l'IA. Alors moi, je vais vous montrer un truc. Donc ça, c'est l'action Nvidia avec les moyennes mobiles exponentielles et un petit Fibonacci, un retracement de Fibonacci. Donc, excusez-moi, j'enlève la pub et je vais m'hydrater un petit peu. Pardon. Ils ont rajouté du gaz dans le iced tea maintenant. Il y a le iced tea pétillant. Au début, j'aimais pas, mais on s'y habitue et on y prend goût. Oui, en fait, moi, quand je parle trop, j'ai besoin de boire. Désolé. Donc, excusez-moi, je me suis un peu égaré. Donc, je disais, là, je vois partout des vidéos YouTube un peu P à clic. J'évite de dire trop de gros mots sur cette chaîne, comme quoi on serait en pleine bulle de l'IA et tout. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, c'est l'intelligence artificielle qui drive vers le haut. Pardon pour les anglicismes, mais on est sur les marchés financiers, il n'y a pas le choix. Les Français ne font rien en finance, donc moi je déteste les anglicismes à la base, mais même moi je suis obligé de m'y mettre. Et si moi je m'y mets, c'est que l'heure est grave. Bref, ça c'était pour la parenthèse. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup les valeurs technologiques, et en particulier celles qui sont dans l'IA, qui drive vers le haut les marchés depuis un certain temps. Maintenant, il faut avoir en tête, parce que beaucoup comparent la bulle de l'IA à la bulle Internet des années 90, début 2000. Pour moi, c'est pas pareil, parce que dans les années 90-2000, c'était vraiment le Far West, c'était la jungle, c'était la forêt amazonienne, avec les conquistadors et tout ça. Il n'y avait pas de gros acteurs, il n'y avait pas de GAFAM à cette époque, il n'y avait pas de 7 magnifiques, il n'y avait pas de Nvidia qui accumulait la plupart de la capitalisation du secteur, il n'y avait pas de Microsoft. Si, il y avait Microsoft. Mais c'était pas le Microsoft qu'on connaît, c'était pas un GAFAM encore. Voilà, il y avait Apple, Amazon et tout, mais c'était pas les mastodontes d'aujourd'hui. Donc voilà les amis, aujourd'hui, il suffit que Nvidia corrige pour que l'ensemble du marché de l'IA et même du marché tout court corrige. Excusez-moi, j'enlève les pubs. Mais Mais d'un autre côté, ça sert aussi d'amortisseur, d'avoir des géants comme ça, comme Nvidia, comme Microsoft. Parce que oui, même les GAFAM, ils font de l'IA. Google est dans l'IA, Microsoft, voilà. OpenAI, c'est pas un GAFAM, mais ils sont centrés IA, mais ça reste un très gros acteur. Voilà, le fait d'avoir de très gros acteurs comme ça qui accumulent, sur lequel le marché capitalise à majorité. Certes, si ces acteurs-là corrigent, ça fait corriger tout le marché, donc la bulle éclate d'une certaine manière, mais à mon avis, et ça n'engage que moi, ça sert aussi d'amortisseur d'avoir des acteurs comme ça. Tandis qu'à l'époque, quand il y avait la bulle Internet, il n'y avait pas d'amortisseur, il n'y avait pas de gros GAFAM, de grosses concentrations encore. Tu vois. Donc voilà, j'essaye de calmer les esprits sur ça, parce que je vois beaucoup s'en inquiéter, et peut-être à juste titre, hein. Il y aura sûrement une très grosse correction. Pour l'instant, ça corrige, mais très légèrement. On voit que en termes de Fibonacci, on n'est même pas au 0,382 de Fibo. Tant qu'on n'atteint pas les 0,382, on est sur une tendance haussière. Ça veut dire qu'on pourrait très bien faire ça et puis repartir, tu vois. C'est c'est ça le truc.
Tant qu'on n'en est pas au 0,382, la tendance reste haussière malgré la correction. Donc voilà, je ne suis pas investi sur Nvidia, quoique je suis investi de manière indirecte parce que j'ai des ETF SP500. Et voilà, la majorité de l'argent qu'il y a dans ces ETF, c'est sur Nvidia, sur Microsoft, sur Google et tout. Donc je suis indirectement exposé, évidemment, via les ETF à ces boîtes-là. Mais j'ai pas acheté d'actions Nvidia. Donc ça, c'était pour la bulle Internet, la bulle de l'IA, pardon. Donc on regarde vite fait le SP500. Le SP500, ça corrige doucement, mais tranquille. On n'en est pas encore à des points trop bas. Moi le SP500, sans me la raconter, je l'ai acheté un peu dans... Oh là là, je sais pas tracer des traits, moi, hein. Vous savez, j'ai toujours été nul en géométrie à l'école. Et ça se ressent maintenant. En fait, moi, je l'ai DCA dans ces niveaux-là. Après, j'ai mis mon DCA en pause quand on a attendu des niveaux, quand on a atteint, pardon, des niveaux assez élevés. Je pense que je vais peut-être reprendre mon DCA comme on recommence à être un peu légèrement baissier. Je vais peut-être même mettre des petites sommes. Parce que oui, moi je fais un DCA, mais j'essaye de ne pas y aller trop à l'aveugle. Je mets en pause mon DCA de temps en temps quand on atteint certains niveaux. Donc voilà, c'est pour vous expliquer un peu comment je fonctionne. Maintenant, il y a un truc qui m'a un peu énervé. Il y a une petite news qui m'a un peu énervé ces derniers temps. Donc, je vais chercher la crypto-monnaie en question. Donc, ouais, Atom sur Gemini. Est-ce que le graphique est complet sur Gemini? Bon, je pense. Je pense. Bon. Là, on est sur Atom Cosmos. Bon, Atom Cosmos, lui, il est en dessous de, de toutes ces moyennes mobiles exponentielles. Mais là n'est pas la question. En vrai, je m'en fous un peu je m'en fous un peu de ça. Pardon. Tuc, tuc. Donc, Atom Cosmos, j'ai décidé de tout vendre. Non pas par capitulation. En fait, Atom, j'étais prêt à ce que ça tombe à des niveaux très bas et à garder. En tant que projet, je trouve ça très intéressant. Layer 0 et tout ça. Bon, voilà, je vais pas te faire toute l'explication. Maintenant, on a eu une news, donc selon laquelle certaines blockchains seraient en capacité de bloquer, auraient un code permettant de bloquer les fonds des utilisateurs. Donc, je vais essayer de retrouver ça. Excusez-moi, je fais juste une petite recherche sur mon téléphone parce que j'ai pris vite fait j'ai pris des notes. Des fois, je prends des notes au stylo et des fois, je prends des notes au téléphone. Enfin bon. En attendant, les amis, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la situation. Si vous êtes plutôt bull, plutôt bear, ça peut être intéressant hein, de dialoguer, de débattre un petit peu. Moi, je suis pas contre la contradiction. Loin de là. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous estimez que je me trompe ou pas, quoi. Bon, par contre, il y a un truc qui m'énerve. Je ne retrouve pas ce que je cherchais. Et ça me saoule. Oh là là, ça m'énerve. Oh là là, le moment de solitude. Bref, il y a toute une liste de blockchains qui peuvent bloquer les fonds, qui ont du code pour bloquer les fonds
des utilisateurs. Et Atom en fait partie, du coup, je décide de vendre. En fait, moi, ce qui me saoule là-dedans, c'est que, franchement, autant je suis pas maximaliste du Bitcoin, autant il y a quand même certains principes, un certain idéal à garder quand même dans les crypto-monnaies, notamment toutes les questions voilà, de privacy, de décentralisation et tout. Et en fait, s'il n'y a pas ça, si on n'a pas cet avantage-là, franchement, à quoi bon acheter des cryptos? Autant acheter des actions. Mais vraiment, hein, autant acheter des actions. Donc il y avait Atom, il y avait plein d'autres blockchains, il y avait BNB. BNB, j'utilise beaucoup BNB. J'ai pas de BNB, mais enfin j'en ai un tout petit peu pour payer des frais de transaction, mais je j'utilise beaucoup parce que justement c'est très peu coûteux. Bah là je vais faire attention, je vais essayer de pas avoir trop de fric sur cette blockchain là. Il y avait Sui aussi, Sei et beaucoup d'autres. Donc voilà, je sais d'avance que j'investirai pas dans ces cryptos, dans ces blockchains-là. Et je dis pas que Atom ne remontera jamais. Je ne dis pas que BNB ne va pas retaper son ATH ou quoi. Juste, voilà, il y a un certain idéal à quand même préserver. Un minimum, sans croire au Père Noël non plus, mais un minimum. Et donc les amis, pour terminer, je vais parler un peu du petit Kakou, hein, donc le CAC 40, qui nous a fait un ATH, hein, malgré le contexte politique français assez délicat. Le CAC 40 nous a fait un nouvel ATH. Donc moi sur le CAC 40, comme je ne crois pas en l'économie française dans son ensemble, ben je suis pas exposé à un ETF CAC 40. J'ai plutôt des ETF donc SP500, Asie du Sud-Est et marché émergent. J'avais des ETF IA, j'ai fait des petits gains, je les ai revendus. Et je réalloue petit à petit dans les métaux précieux, l'or et tout. Et, euh, par contre, en ce qui concerne la France, je suis exposé à des valeurs, à des entreprises, à des actions françaises. Donc, je suis notamment exposé à Saint-Gobain. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé en avril. Moi, je suis un peu en perte sur Saint-Gobain, mais c'est pas grave, j'y crois sur le long terme. Maintenant, il y a d'autres valeurs auxquelles j'ai commencé à m'exposer. Donc, comme Eiffage. Donc, ça fait un peu la même chose, hein. C'est dans tout ce qui est construction, travaux, développement durable aussi, secteur subventionné par l'État. Donc, ça peut être intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi chez Eiffage, j'ai revendu un peu, pas toute ma position, mais un peu de Saint-Gobain pour acheter du Eiffage. C'est que ben déjà ils ont de plus en plus de contrats et ils sont beaucoup plus centrés sur l'Europe, là où Saint-Gobain est beaucoup plus porté à l'international. FH est plus localisé. Et en fait, moi je pense que ça peut être une bonne stratégie d'investir sur les indices pour être exposé aux grosses firmes multinationales, mais en même temps d'acheter des petites actions moins capitalisées mais plus locales, plus nationales ou même continentales pour ne pas trop subir les contre-coups de la guerre commerciale qui se joue actuellement, notamment entre la Chine et les États-Unis. Il faut bien vérifier est-ce que l'entreprise en question achète ses composants aux États-Unis, est-ce que voilà, elle peut ne pas être taxée si demain Trump redécide de foutre des taxes partout. Voilà, faut s'adapter au contexte. Je pense que les grandes firmes multinationales, transnationales, c'était bien d'être all-in dedans dans les années 2000-2010. Maintenant, il faut garder un pied dedans parce que voilà, ça reste de belles valeurs. Mais faut faire attention. N'oubliez pas ce qui s'est passé quand Trump a mis ses tarifs en avril. Comment des entreprises comme Tesla, comme Apple, comme Nvidia ont quand même bien râlé. Parce que voilà, leur chaîne de production n'est pas localisée aux États-Unis. Hein, c'est la mondialisation. Bah, là, comme il y a un petit reflux de la mondialisation, eh ben, faut peut-être s'adapter, peut-être penser à des valeurs plus locales.
Donc voilà, je suis exposé à ça. Il y a Athos aussi, que j'ai. Excusez-moi, non, on va plutôt après 2024, s'il te plaît. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Attends, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il me fait, Athos? Je le retrouve même pas. Donc là, on est en 2024. Mais non. Ah, c'est pas possible. C'est un truc de malade. Attendez, je vais voir sur 6 mois peut-être. Pourquoi il me montre comme ça le... Descend, descend, descend. Oh là là, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer Athos, bah c'est pas grave. On le verra une autre fois, mais en tout cas, les amis, sachez que je suis investi dessus depuis le mois d'avril. Donc après son crash, la boîte a été reprise. Ça se passe plutôt bien, je suis en hausse là-dessus. Bon, j'aurais voulu vous montrer le graphique. Je sais pas, je vais voir après. En attendant, les amis, ben, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Ne désespérez pas. Essayez même de penser à autre chose qu'au marché tout le temps. Moi, je me suis relancé dans le YouTube crypto et bourse aussi. Donc voilà, je suis obligé de me renseigner un peu sur ce qui se passe, de checker un peu les cours. Vous, c'est pas votre cas, donc essayez de penser à autre chose, hein. Essayez, voilà, prenez l'air, allez faire du sport, buvez un verre, vivez quoi, vivez, oubliez que vous avez investi. Le meilleur investisseur, c'est celui qui oublie qu'il a investi. Un jour, tu vas te réveiller, tu verras ton portefeuille qui aura doublé, triplé, et là, tu seras content. C'est tout. Donc, les amis, encore une fois, vous likez, vous abonnez, n'hésitez pas à commenter, faites-moi part de ce que vous pensez. Et surtout, n'oubliez jamais que ce bon vieux Maxime Vest ne retournera jamais sa veste. Allez, ciao ciao, bye bye.